Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième et la dernière partie du cours des systèmes de gestion de bases de données. Les deux vidéos précédentes avaient abordé la notion des systèmes de gestion de bases de données, les niveaux de description des données et les objectifs des SGBD. Cette vidéo clôturera ce cours en présentant les fonctions et l'architecture des systèmes de gestion de bases de données. Commençons par la première partie de cette vidéo, les fonctions des systèmes de gestion de bases de données. Un système de gestion de bases de données doit certes atteindre les objectifs qu'on a vus lors de la dernière vidéo, mais en même temps, il doit réaliser un certain nombre de fonctions qu'on peut résumer en 5 fonctions. Première fonction, c'est la description des données. Nous avons vu dans les parties précédentes que le système de gestion de bases de données supporte 3 niveaux de données, qu'on les appelle aussi 3 schémas de données. Schéma externe, conceptuel et interne. Il y aura donc dans une entreprise pour chaque schéma des personnes qui sont chargées de sa définition. On va distinguer alors les administrateurs de bases de données qui sont les personnes chargées de la définition du schéma interne. Dans le deuxième niveau, on va trouver les administrateurs de l'entreprise qui sont chargés de définir le schéma conceptuel et donc qui vont définir les informations que va contenir la base de données. Donc ce sont des personnes qui sont importantes pour la réalisation de notre base de données parce que c'est eux qui vont déterminer ce qu'elle va contenir. Et dans le dernier niveau, on a les administrateurs de l'application et ce sont les personnes qui sont chargées de définir le schéma externe de chaque groupe d'utilisateurs. Ces différents schémas qui sont réalisés seront enregistrés dans ce qu'on appelle un dictionnaire de données. Ce dictionnaire de données va contenir l'ensemble des informations qui sont relatives à la base de données que l'on va créer. Donc là, il faut faire une distinction entre les dictionnaires de données et les données de la base de données. Donc lorsqu'on parle du dictionnaire des données, il va contenir des informations qui sont relatives à notre base de données. Il ne va pas contenir les données qui sont stockées ou bien que l'on stocke dans la base de données. Par exemple, lorsqu'on dit que le nom de la base de données sera par exemple database-entreprise, alors là c'est une information qui est liée à la base de données et qui sera enregistrée dans ce dictionnaire. Lorsqu'on dit par exemple que la base de données va contenir la table employée, donc là c'est pas une donnée mais c'est une information qui est relative à la base de données qui sera enregistrée dans ce dictionnaire. Donc, un système de gestion de base de données doit fournir les commandes et les outils nécessaires qui vont nous permettre de définir ces 3 schémas et donc de créer le dictionnaire de données qui va définir notre base de données et ensuite créer la base de données et ses tables conformément à ce qui est contenu dans le dictionnaire de données qui est créé. Deuxième fonction des SGBD est la manipulation des données. Lorsqu'on stocke des données dans des bases de données, on aura sûrement besoin de les manipuler. Il se peut qu'on ait besoin de rechercher des données en demandant au système de gestion des bases de données de nous renvoyer les données desquelles on aura besoin, de aussi mettre à jour les données, parce que quand on stocke les données dans une base de données, celles-ci peuvent changer de manière constante. On peut ajouter des données, on peut supprimer les données desquelles on n'aura plus besoin, on peut modifier les données, etc. Donc les systèmes de gestion de bases de données doivent nous fournir les commandes et les outils pour effectuer toutes les manipulations et toutes les opérations que l'on désire sur nos données, que ce soit la recherche ou la mise à jour. Troisième fonction des systèmes de gestion de bases de données est la transformation des données. Nous avons vu que les données dans un système de gestion de bases de données sont représentées selon 3 niveaux, externe, conceptuel et interne. Donc un système de gestion de bases de données doit assurer le passage d'un niveau à un autre. Si on possède des données par exemple dans le niveau externe, alors le système de gestion de bases de données doit pouvoir transformer les données au niveau conceptuel. Il doit donc connaître les correspondances et les règles de passage entre ces deux niveaux pour que l'on puisse passer d'un niveau à un autre. Donc, en gros, un système de gestion de bases de données doit connaître les correspondances entre tous les niveaux et doit connaître les règles qui vont nous permettre de transformer les données et de passer d'un niveau à un autre. De telle sorte, si on est dans le niveau interne, le système de gestion de bases de données doit nous permettre de passer au niveau conceptuel et si l'on est dans le niveau conceptuel, on peut passer au niveau externe et ainsi de suite.
Et la quatrième fonction des SGBD, c'est le contrôle d'intégrité des données. Nous avons dit que les données, pour rester cohérentes, doivent respecter certaines règles que l'on détermine et qui garantissent cette cohérence. Ces règles s'appellent les contraintes d'intégrité. Par exemple, dans nos cartes d'identité nationale, chacun d'entre nous a un numéro d'identité unique et spécifique à chaque citoyen. Il ne doit pas donc y avoir deux individus qui ont le même numéro d'identité ou bien qui ont deux numéros d'identité identiques. On a donc fixé une contrainte que l'on appelle une contrainte d'unicité et qui assure que le numéro d'identité ne soit pas répété pour deux individus différents. Donc dans la base de données, la colonne de numéro d'identité doit respecter cette contrainte. De même, un autre exemple qu'on a déjà vu qui est l'âge des employés dans une entreprise et qui doit être limité entre 18 et 65 ans parce qu'on ne peut pas avoir des employés âgés de 10 ans ou bien d'autres âgés de plus de 100 ans. Donc là aussi on a fixé une contrainte sur l'attribut ou bien sur une valeur d'un attribut qui est l'âge. Donc le système de gestion de base de données doit vérifier et contrôler que les données respectent toutes ces contraintes que l'on fixe, parce que ces contraintes qu'on fixe sont elles qui aident les données à rester logiques, fiables et cohérentes dans la base de données. Et la dernière fonction est la gestion des transactions et sécurité. Une transaction, c'est un ensemble de mises à jour que l'on effectue sur nos données et qui s'exécutent l'une après l'autre. Pour simplifier, c'est comme un ensemble de requêtes ou bien d'ordres que l'on demande au système de gestion de base de données d'exécuter sur nos données ou bien d'effectuer sur nos données et qui vont se faire l'un après l'autre. Dans les systèmes de gestion de base de données, les transactions commencent par l'instruction begin transaction ou commencer la transaction et se termine par end transaction ou bien terminer la transaction. Et entre ces deux instructions, on écrit l'ensemble des mises à jour ou bien l'ensemble des commandes que l'on demande au système de gestion de base de données d'exécuter sur nos données de manière complète. Je tiens à souligner que toutes ces mises à jour doivent exécuter totalement, c'est-à-dire soit entièrement exécutées ou pas du tout. J'explique. Supposons là que l'on a une transaction et qui contient à peu près 6 mises à jour. Donc là, on va supposer que la première mise à jour sur les données s'est effectuée avec succès, de même pour la deuxième et de même pour la troisième, mais au niveau de la quatrième mise à jour, il y avait eu une erreur qui a empêché les commandes ou bien les mises à jour 5 et 6 de s'effectuer sur leurs données. Donc là, le système de gestion de base de données doit annuler toute la transaction. Il doit même annuler les mises à jour 1 et 2 et 3 qui ont modifié les données parce que les autres mises à jour ne sont pas effectuées. Donc le système de gestion de base de données doit assurer que toute la transaction soit totalement effectuée. Et s'il y a eu une erreur au niveau de la transaction, elle doit être annulée complètement et ne pas prendre en considération même les mises à jour qui sont effectuées avec succès. Cela bien sûr permet de garantir la cohérence des données et de ne pas avoir des données qui sont illogiques. Je tiens à souligner aussi que lorsque une transaction s'effectue, le système de gestion des bases de données doit arrêter ou bien stopper toute autre transaction qui s'effectue sur la donnée parce que les transactions ou bien les opérations que l'on effectue sur nos données doivent se faire l'une après l'autre pour qu'il n'y ait pas un chevauchement ou bien un interfaçage des transactions qui vont altérer la qualité de nos données. Cela rentre dans le cadre d'un principe qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente et qui s'appelle le principe d'atomicité des données. Passons maintenant à la dernière partie de ce cours, architecture d'un système de gestion de base de données dans laquelle on parlera particulièrement de l'architecture client-serveur car c'est cette architecture qui est adoptée par les systèmes de gestion de base de données depuis les années 80. Je tiens à préciser qu'en parlant des systèmes de gestion de base de données, il y a deux architectures. Il y a architecture fonctionnelle et architecture opérationnelle et dans cette partie on parlera particulièrement de l'architecture opérationnelle. Donc puisqu'on parle d'architecture client-serveur, expliquons tout d'abord c'est quoi un serveur. Nous avons déjà vu que les données ou les bases de données d'une entreprise se trouvent au niveau de serveurs qui sont des ordinateurs ou des machines stockant les données.
Il n'y a pas qu'une seule personne qui accède aux données de ce serveur, mais plusieurs personnes peuvent y accéder. Donc, un serveur, c'est une machine qui met à la disposition d'un ensemble d'utilisateurs les données et les ressources qu'elle contient. Et ces utilisateurs se connectent à ces serveurs en utilisant leur ordinateur et cette connexion se fait via un réseau informatique qui connecte l'ensemble des machines des utilisateurs avec le serveur. Les utilisateurs et leurs machines s'appellent des clients. Donc, chaque utilisateur qui accède au serveur s'appelle un client, d'où l'appellation architecture client-serveur. En parlant précisément des systèmes de gestion de bases de données, le serveur de données contient et gère les données qu'il stocke et qui sont partagées avec un ensemble d'utilisateurs. Et dans ce serveur, on trouve aussi le logiciel de base de données ou bien le système de gestion de base de données. Les clients sont donc les différents utilisateurs qui vont manipuler et réaliser un certain ensemble d'opérations au niveau sur les données situées au niveau du serveur, que ce soit la recherche, la suppression, l'ajout, la modification ou autre, et cela en utilisant des requêtes depuis leur machine ou leur ordinateur. Il y a aussi un point que j'aimerais attirer, c'est que lorsque le système de gestion de base de données ou bien le logiciel de base de données est installé sur le serveur, il faut installer aussi un autre logiciel qui est lié au système de gestion de base de données dans les machines clientes ou bien dans les machines des utilisateurs et qui sera utilisé pour communiquer avec le serveur. Pour vous donner un exemple clair, on prendra le cas du système de gestion de base de données SQL Server de Microsoft. Lorsqu'on installe le logiciel SQL Server sur un serveur, il faut obligatoirement installer un autre logiciel que l'on appelle SQL Server Management Studio sur la machine cliente ou bien la machine de l'utilisateur. Et cet utilisateur va utiliser ce logiciel qui est le SQL Server Management Studio pour manipuler les données qui se trouvent au niveau du serveur et qui sont gérées par SQL Server. Donc avec chaque SGBD, il y a toujours un logiciel qui lui est associé qui s'installe sur la machine cliente. Cette architecture client-serveur est divisée en trois types. On trouve le premier type qui s'appelle One-Tier Architecture, que l'on peut traduire à architecture à une strate en français. Donc on parle d'une architecture à une strate quand le serveur ou bien le système de gestion de base de données et le logiciel client que l'on va utiliser pour manipuler le système de gestion de base de données lorsque tous ces deux se trouvent sur une même machine ou bien sur le même ordinateur portable. Cette architecture est dans la plupart des cas adoptée par nous les particuliers, les utilisateurs normaux. Lorsqu'on veut manipuler les bases de données, on installe premièrement le serveur de gestion de base de données sur notre ordinateur portable et après on installe le logiciel client que l'on va utiliser pour manipuler le système de gestion de base de données. Donc on a le logiciel client et le système de gestion de base de données, tous les deux sont installés sur une même machine et il n'y a pas une distance entre les deux et ça s'appelle l'architecture à une strate. Deuxième type d'architecture s'appelle Two-Tier Architecture ou bien architecture à deux strates. Dans ce type d'architecture, on a la machine du client qui est distante du serveur où se trouve le système de gestion de base de données et où se trouvent nos données. Donc ça là, c'est comme si on manipule le système de gestion de base de données d'une manière distante. Et la connexion entre les machines clientes et le serveur où se trouvent nos données se fait via un réseau informatique ou bien se fait via une connexion réseau. Donc, l'avantage de cette architecture, c'est que l'on peut avoir plusieurs clients, on peut avoir plusieurs utilisateurs qui peuvent accéder au serveur, accéder au système de gestion de base de données ou bien accéder aux données d'une manière simultanée ou bien en même temps. Et le troisième type s'appelle Three-Tier Architecture ou bien architecture à trois strates. Dans cette architecture, on a les clients ou bien les machines clientes, elles n'interagissent pas directement avec le serveur qui contient la base de données, mais ils interagissent plutôt avec un serveur intermédiaire que l'on appelle un serveur d'application. Et la connexion entre les machines clientes et le serveur d'application se fait via une connexion Internet. Et ce serveur d'application, à son tour, communique avec le serveur qui contient notre base de données. Pour vous expliquer mieux,
En général, dans une entreprise, les utilisateurs n'interagissent pas avec le serveur de base de données d'une manière directe, mais ils font cela en utilisant des applications que l'on a développées et que l'on a implémentées dans des serveurs d'applications qui hébergent cette application. Par exemple, les responsables des ressources humaines vont utiliser des applications qui sont dédiées à la gestion des ressources humaines. Et lorsque l'utilisateur ou bien le responsable RH veut les données d'un employé, par exemple, il va faire cela ou bien il va exprimer ce besoin dans l'application. Et c'est cette application-là qui va envoyer la requête au serveur de base de données. Ce serveur de base de données renvoie la donnée au serveur d'application pour l'afficher à l'utilisateur final. Donc comme vous le voyez, l'utilisateur n'a pas interagi directement avec le serveur final, mais il a interagi avec l'application qui se trouve dans le serveur d'application. Donc pourquoi on l'appelait architecture à 3 strates? Parce qu'on a 3 composants, bien 3 niveaux. Le niveau utilisateur, le niveau du serveur d'application et le niveau du serveur de base de données. Donc là, j'arrive à la fin de cette vidéo qui a clôturé le cours des systèmes de gestion des bases de données. J'espère vraiment que ce cours vous a plu et je vous donne rendez-vous dans un prochain cours. À très bientôt.